Merci. Bonjour. Moi, ça me paraissait très important qu'un designer puisse s'exprimer sur sa vision ou son rapport avec l'industrie 4.0. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention au fait qu'on l'appelle aussi l'industrie collaborative, parce que c'est le principe même de l'industrie 4.0. Pour moi, une industrie 4.0, c'est quoi ? C'est un CAO, FAO, donc conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur. Un cloud qui permet la collaboration entre les équipes par le biais d'applications. La sécurité, parce qu'il faut penser à sécuriser ces informations digitales qui vont traverser des continents, des ordinateurs, etc. Et puis la technologie additive ou soustractive. À mon niveau, je ne fais pas de différence. Limite, je préfère la technologie soustractive du moment qu'elle travaille directement sur une matière, sur la matière solide, tandis que l'impression 3D, en tout cas par rapport à ce qui est m'apporter autant qu'agence de design industriel qui est dotée d'un Fab Lab qui nous permet de faire de la recherche, de la conception, etc. C'est que souvent elle donne des bons prototypes, mais pour avoir un produit fonctionnel, c'est une autre histoire. Donc, pardon ? Voler des pièces imprimées en 3D métalliques. Non, bien sûr, je ne remets pas en question la viabilité de la technologie, au contraire, et c'est pas moi qui dirais le contraire, je suis un fou de la technologie, de la science et de l'art. Et c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à m'exprimer sur ce podium, sur mon rapport avec l'industrie 4.0, autant que designer, autant que marocain, c'est qu'au départ, moi, j'ai pris une porte dérobée pour cette thématique de l'industrie 4.0. En fait, cette porte s'appelait l'architecture. Si vous vous souvenez bien, au début du XXIe siècle, on a vu le foisonnement de projets colossaux, que ce soit à Shanghai ou à Abu Dhabi, etc. On voyait des immeubles qui ont nécessité un savoir-faire particulier qu'on appelle la conception paramétrique, en fait, ou la conception générative. Avant que l'industrie ne commence à parler de la conception qui accompagne ce type de technologie, on a commencé à développer des solutions parallèles qu'on appelle en architecture des solutions BIM, etc. Donc pour reproduire une maquette dans la réalité. Et donc à partir de là, je découvre plusieurs typologies de surfaces qu'on peut créer grâce aux ordinateurs. Ça va des surfaces mathématiques, les surfaces NURBS, tout ça pour à la recherche de la courbe parfaite. Pourquoi la courbe parfaite ? Parce que dans un produit industriel, on a des ingénieurs qui font du beau boulot, ils imaginent des machines, etc. Mais pour pousser à l'acte d'achat, on a constaté quand il y a de l'émotion, l'acte il devient relativement facile. Donc c'est pour cela que la combinaison designer-ingénieur, c'est vraiment la solution gagnant-gagnant ou gagnante tout court pour les industriels. Et donc à partir de là, il y a eu un investissement personnel sur cette nouvelle technologie. Et j'ai essayé de l'introduire dans pas mal de sujets, que ce soit du mobilier, que ce soit du textile ou du produit manufacturé qui nécessite des PCB, etc. Donc aujourd'hui, la logique 4.0, elle est omniprésente dans mon travail. Après, il y a des occasions où j'ai l'opportunité de l'exploiter. Il y a des fois où ça me permet aussi de simplifier et de synthétiser la procédure de fabrication pour des petits ateliers qui ne sont pas non plus dotés de machines hyper performantes, etc. Mais en tout cas, ce background au niveau de la conception, quand il est vraiment mixé avec cette logique collaborative, conception assistée par ordinateur, qu'elle soit paramétrique solide ou en s'appuyant sur une intelligence artificielle, rend la vie vraiment facile au niveau de la conception et permet de transmettre et de partager la décision plus facilement. Donc voilà. Ce qui m'amène maintenant à essayer de vous parler un peu comment, au niveau du design, on aborde la question de cette industrie 4.0 et comment on arrive à communiquer les informations, à travailler sur le prototypage, après le développement de la série, petite ou grande série. Sachant bien que de ma pratique, ce qui me paraît vraiment important dans le devenir de cette technologie, c'est pas son côté magique, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a 3 composantes qui sont le matériel, le matériau et la matière. Et pour pouvoir innover, il faut innover dans les 3. Qu'est-ce que j'appelle matériaux, le matériel, le matériau et la matière? C'est que quand on parle de fabrication additive, il ne faut pas oublier qu'on a la machine qui imprime, on a la matière qu'on imprime, et puis on a le logiciel qui interprète, on va dire, le parcours du fichier conçu. Donc, et si jamais on a un logiciel qui n'est pas bien conçu, ça peut apporter préjudice au résultat final. Comme par exemple, on peut avoir une bonne machine avec un bon logiciel, mais la matière,
on a quand même l'habitude de l'utiliser, ça marche super bien, mais à un moment donné, quand on change ne serait-ce que le pigment chromatique, ça peut influencer sur la qualité du travail, donc du prototype. Donc voilà, donc il y a une somme de choses qu'il faut maîtriser pour pouvoir aborder ce type de technologie de manière plus aisée. Donc, dans le travail que je fais, souvent, oui, je travaille avec des ateliers de fabrication, avec des sous-traitants d'industriels en aéronautique et en automobile. On essaie de détourner leur savoir-faire pour la réalisation d'autres produits. Il faut leur fournir des langages machines, donc des fichiers que leur machine puisse comprendre et assimiler simplement. Et avec cette expérience que j'entretiens depuis 2007 dans ce type de projet, aujourd'hui, ce qui me paraît important, ce que peut l'industrie 4.0 amener en termes de paradigme mécaniste, c'est faire sauter la phase montage-assemblage. Parce que grâce à l'impression 3D, et c'est là où Mehdi tout à l'heure il faisait référence aux designers qui peuvent apporter à ce type d'expérience, c'est vraiment concevoir des produits presque finis, parce que l'impression 3D, elle permet aussi de réaliser des engrenages, des boîtes à vitesse, il y a une somme de choses. Et puis, le deuxième point important, c'est les polymatériaux, c'est-à-dire que l'avenir, ça sera pour les imprimantes 3D qui seront capables d'imprimer plusieurs matériaux à la fois, y compris des conducteurs, des matériaux conducteurs pour réinterpréter les PCB carrément sur une matière finie qui est composite aussi. On peut mélanger du graphène, faire une couche en graphène, une fibre de carbone et une dans un matériau recyclable, etc., avoir plusieurs couches. Donc c'est à ce niveau-là, et c'est ce type d'expérimentation aujourd'hui qu'on essaie de développer au sein de notre atelier, justement pour les appliquer sur des projets réels. Et parmi les projets réels, en ce moment, c'est avec l'école des mines, qui ont deux clubs en réalité, de voitures solaires et puis voitures écologiques. Qui doit parcourir une sorte de 450 km avec 1 litre de carburant. Où là, la mise en place de ce type de pratique, que ce soit l'optimisation topologique, finalement j'ai zappé complètement le déroulé parce qu'il va être répétitif un peu de ce qu'on a vu avec le CO Siemens et avec vous. Donc voilà, là une petite interprétation de ce que c'est qu'une usine 4.0 dans l'idéal d'un designer. Donc elle est limite circulaire, donc où tout tourne en fin de compte, tout dépend de l'évolution et de le cycle de vie d'une conception jusqu'à la production. Où on voit qu'un bureau d'études, il est connecté avec des bras collaboratifs ou avec des machines. Et donc, voilà, l'intelligence artificielle, dans l'optimisation topologique, elle n'est pas là pour faire le travail du designer. C'est qu'aujourd'hui, le designer, grâce à ces types de logiciels, il peut juste affecter les points de contact ou d'effort sur la machine éventuelle à réaliser. Et cette intelligence artificielle, elle va générer une centaine de solutions possibles. C'est comme par rapport à votre application Google Maps, quand elle vous sort 3 parcours, 3 trajectoires à emprunter, qui est-ce qui sera le plus court ou le plus long, etc. On a une série de solutions à partir de là. Soit on va prototyper une petite série, voir un peu laquelle qui nous convient le plus, soit carrément on fait un choix direct en concertant avec l'industriel. Donc voilà, les types de conception qu'on utilise, toujours le croquis, le sketch, et l'utilisation d'outils de conception solide, parce que par exemple, moi quand j'ai commencé au début, j'utilisais des logiciels conçus pour l'architecture qui sont dédiés essentiellement à fournir des images 3D et non pas des fichiers qui sont capables d'être compris par des machines et pouvoir les réaliser. Donc aujourd'hui, on utilise des logiciels solides, et même on est passé en 2019 à la réalité augmentée, parce que grâce au casque réalité augmentée, déjà, un produit lambda, peut-être un verre, là j'exagère, ou un ordinateur, il devient à échelle humaine, on peut vraiment voyager dedans, voir tous les détails, etc. Donc la réalité augmentée devient une solution indispensable dans le traitement des projets complexes. Donc là, on a un exemple d'outils qu'on utilise pour générer des fichiers, ou aussi une simulation d'une optimisation topologique. Donc on partait d'une pièce de tôle ordinaire, et puis voilà l'évolution pour
Pourquoi l'optimisation topologique? Tout simplement pour garder les mêmes caractéristiques mécaniques d'une pièce, tout en allégeant son poids. Parce que quand on est dans un avion ou dans une voiture, le poids, il influence sur la consommation. Donc voilà, plus on allège, plus on tend vers quelque chose de vert. Donc voilà, là c'est un schéma qui explique un peu l'avantage du design génératif. Donc moi je vous ai expliqué, il y a la conception, après il y a une phase d'exploration qui génère une multitude de solutions. Et à partir de là, on va faire le choix de celui qu'on va réaliser et passer à la production grâce à l'industrie 4.0 bien sûr. Ce schéma il est valable davantage dans ce type d'industrie. Et donc voilà un exemple de réalisation en fait, de prototypes d'éléments optimisés, parce que c'est important de lier ces notions d'intelligence artificielle avec le design et avec la production 4.0. Et donc des exemples, là c'est le cas d'une structure dans un avion Airbus. Au départ, c'était une plaque d'aluminium. On voit bien, grâce au logiciel de simulation mécanique, on arrive à déterminer où sont les moments de fragilité, etc., etc. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois, voilà, on va générer une solution qui est adaptée. Dans le cas de cette moto, en fait, le but aussi, c'était d'avoir une pièce mécanique performante, légère, et qui puisse transmettre les sensations de route au pilote. Donc, tout ça, c'est des contraintes qu'il faut intégrer. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un petit tour sur ce que c'est que l'univers d'un designer et de l'industrie 4.0. It's always a pleasure, to have creativity behind the scenes, so which is good. So we would love, to go to the second, we can take questions after. So this way we have an open stage. Bien sûr, ouais. All right. So Mehdi, thank you.